Vincent, est-ce que le marathon est un bon premier défi pour les débutants en course à pied? Qu'est-ce que tu en penses? Non, Voilà, merci, bonne journée, au revoir. voilà. Ça, c'est fait. Pourquoi tu dis non? Alors, parce que c'est quand même un effort qui est extrêmement long, hein. La moyenne des gens font le marathon en 4 heures. Il y a une proportion non négligeable des gens qui font le marathon entre 4 et 6 heures. Donc, c'est quand même des efforts extrêmement longs. Il y a une espèce de trend sur les réseaux sociaux, comme quoi le marathon, c'est un accomplissement pour reprendre confiance en soi, pour faire comment dire, du développement, la résistance mentale, et pour se lancer dans le sport de l'endurance. Et je pense que cette trend est une très grave erreur méthodologique qui peut amener à beaucoup de problèmes de santé et de façon particulièrement, c'est ça qui m'embête, de façon invisible, parce que le corps est très résistant et du coup au début il n'y a rien qui se passe, tout va bien, et l'usure fait qu'au bout d'un moment on tombe dans la pathologie et c'est très difficile d'en sortir. Et on va voir aujourd'hui notamment ce qui se passe au niveau articulaire et aussi, de manière assez surprenante, en tout cas pour moi de prime abord, au niveau du système digestif. Avant de venir dans tous ces détails, d'ailleurs tu nous as préparé quelques visuels super intéressants, Vincent. On voulait aussi mettre un petit disclaimer qu'on n'est pas là pour taper sur la course à pied en général ou l'activité physique, au contraire, hein. Ah oui, ben, je veux dire, tu es le prophète de la zone 2. Moi, j'adore aussi l'endurance et le cardio. Je considère que c'est un levier, peut-être le premier levier le plus important pour être en excellente santé. Donc, au contraire, on vous encourage à courir. Simplement, il faut suivre une bonne méthodologie et il faut pas faire des trucs trop longs et trop durs pour le corps alors qu'on n'y est pas habitué. Ouais, et je pense que là-dedans, il y a un principe important de la préparation physique et de l'entraînement qui est celui de la progressivité. Et il est d'autant plus important lorsqu'on pense à la course à pied, de par la charge que ça impose sur les articulations. Donc, sans plus attendre, je vais mettre le visuel à l'écran et puis tu vas pouvoir nous dire exactement ce qu'on voit ensemble. Alors, Vincent, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique que tu nous as créé ici? Alors, ce graphique, en fait, montre plusieurs choses. D'abord, le contexte. Vous avez des études qui sont intéressées, en fait, au risque sur les articulations et le système digestif en lien avec le marathon. Et ce qui est constaté, c'est qu'au-delà de 30 000 pas, on commence à avoir des débuts de lésions ou un excès d'inflammation au niveau scientifique. Et 30 000 pas dans un marathon, ça correspond à un marathon qui dure à peu près, si on fait une estimation, 3 heures ou moins. Donc la ligne gauche que vous voyez qui sépare la zone bleue de la zone rouge, c'est cette ligne des 3 heures. Et du coup, tout ce qui se passe après, donc dans la zone rouge, Hmm. c'est la zone à risque pour des risques de lésions à la fois sur le système digestif et pour les cartilages. Et bien sûr, il y a un autre seuil qui est celui de la marche, parce que la marche, pour le coup, on tolère beaucoup plus de volume là-dessus, Mhm. qui est celui d'une vitesse de marche qui va à 5-6 km/h. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun risque. Et donc, paradoxalement, les gens qui font le marathon en plus de 6 heures, ont moins de risques de lésions, ont moins de risques de problématiques de santé que des gens qui vont faire le marathon à une allure plus rapide, mais qui n'est pas inférieure à 3 heures. Hmm. Et ce qui est intéressant, ça c'est un constat épidémiologique, clinique, et ce qui est intéressant de comprendre, c'est de comparer cette information à la courbe de performance de la majorité des gens au marathon. On sait, ce que je disais au début, que la majorité des gens, en moyenne, font un marathon en 4 heures. Donc ça crée une espèce de distribution, donc une gaussienne, c'est ce qu'on observe. Et malheureusement, ce qu'on voit du coup, c'est que finalement, si on enlève la première partie pour les gens qui font le marathon en moins de 3 heures, représentent finalement une certaine élite en endurance, Mhm. et les gens extrêmement lents qui font le marathon en plus de 6 heures, si on enlève ces deux parties-là, finalement, il nous reste 90% à peu près, 90,5% des gens qui sont dans une zone à risque lorsqu'ils font le marathon. Et c'est de ça, du coup, qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a fait tiquer. Et je me suis dit, mais attends, il faut que j'essaye d'estimer ce que ça implique au niveau digestif et au niveau du cartilage pour comprendre en fait quels sont les risques et à partir, par exemple, de combien de marathons on est en train de se bousiller vraiment très très sévèrement. Donc c'est comme ça qu'est parti le raisonnement.
Ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, Vincent, t'as pas sorti tout ça du chapeau, hein. On a un PDF qui est disponible dans la description, que les gens peuvent télécharger, qui est référencé. Tu as fait un chouette boulot là-dessus. Donc, merci déjà de partager ça ouvertement. C'est cool de mettre ça à disposition. Et comme toujours, toutes ces conversations sont sujettes à interprétation, à débat, à conversation. C'est le but, hein, de ces échanges. Donc, on va aller sur la slide suivante et tu peux nous parler maintenant de ce qui se passe au niveau de l'articulation. Donc. Ouais, alors, avant de... Donc, la slide, celle-ci, vous allez comprendre pourquoi elle est importante. En fait, vous avez des articles, et là, du coup, je vais arriver au problème problématique de la création d'un modèle mathématique en biologie, mais vous avez des articles qui expliquent que une usure, enfin plutôt les impacts causés par des micro-compressions, je vais y arriver, et des cisaillements lors du marathon, ça peut causer de l'usure, pardon, au niveau du cartilage, qui correspond à 0,01% du volume fonctionnel actif du cartilage. Alors, déjà, première chose, 0,01%, c'est extrêmement bas. Hmm. Deuxième chose, ce sont des valeurs indicatives qui sont issues de données animales extrapolées. Alors là, il y a des gens qui pourraient me dire, oui, mais là, du coup, tu es complètement dans l'astrologie de la pizza, ça n'a absolument rien à voir avec nous, hein. Bon. Euh, le truc, c'est que ces modèles-là sont intéressants pour avoir une idée d'ordre de grandeur de la vitesse d'usure des systèmes. Et c'est là du coup qu'il faut bien distinguer deux situations. La situation où vous avez quelqu'un, par exemple, qui s'entraîne progressivement, donc qui crée des adaptations physiologiques hein, issues de l'hormèse, pour que son cartilage, ses tendons, ses ligaments s'adaptent, et que du coup, l'effort ne provoque pratiquement aucun, voire vraiment très très peu ou pas du tout, de micro-compression ou cisaillement qui vont diminuer ce volume fonctionnel actif du cartilage. Ça, c'est un premier point. Hmm. C'est la raison pour laquelle, pour la majorité des gens qui courent un peu, qui font pas des volumes excessifs, la course à pied est plutôt protectrice, augmente la taille des cartilages, a un effet positif sur la santé, et c'est en ce sens-là d'ailleurs qu'on vous encourage à faire du cardio, faire du sport, faire de la course à pied, tant que vous faites les choses progressivement. C'est la dose qui fait le poison, comme on dit, hein. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la dose, pas une dose absolue, mais une dose relative à la capacité de la personne à encaisser cette dose. Donc, si tu fais zéro course à pied, eh ben, commence pas avec 4 heures de course à pied par semaine parce que ça va mal fonctionner. Si aujourd'hui, tu en fais déjà 2 ou 3 heures par semaine régulièrement, eh ben, tu peux progresser ça et en faire un petit peu plus ou un petit peu plus intensément. Et on sait que les gains seront positifs, encore une fois, tant que tu respectes ta capacité à tolérer et à récupérer de ces efforts. Voilà. Et du coup, le modèle que je vais vous détailler ne fait de sens que pour quelqu'un qui n'a pas des articulations ni un complexe tendinomusculaire qui est adapté. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'exposer à un effort très prolongé sans préparation. Parce que là, pour le coup, on sait, d'un point de vue clinique, d'un point de vue terrain, qu'il y a des lésions. Donc, du coup, je vais prendre des hypothèses pour ce modèle. On va prendre quelqu'un de moyen, donc un homme de 80 kilos ou alors une femme de 65 kilos, c'est à peu près pareil. On sait que le volume total de cartilage dans les deux genoux, environ, chez un homme, c'est entre 20 et 25 centimètres cubes. Chez une femme, c'est entre 15 et 25 et 20 centimètres cubes, donc c'est un peu moins, mais en même temps, elles sont un peu moins lourdes. Ça, c'est donc deux hypothèses. On prend aussi, on admet comme temps au marathon, on va prendre un temps moyen qui est de 4 heures, d'accord? On considère que la cadence de course, c'est à peu près 170 pas par minute. Très bien. Donc le total de pas, ça correspond à 40 800 pas pour 4 heures. Ok, très bien. Chaque pas génère un impact qui est entre 2 à 3 fois le poids du corps sur les genoux. Ça, c'est les estimations par des études physio. Donc on va partir sur un facteur de 2,5 du poids en moyenne, qui est une valeur prudente mais qui est réaliste, hein, ni trop ni trop peu. Et en plus, comme je vous le disais, donc 0,01% du volume fonctionnel actif est potentiellement du coup détruit euh, par les impacts. Mhm. Du coup, si je prends 0,01% d'usure pour 10 000 impacts, euh, ça fait en fait 0,004% pour 40 800 pas. Mhm. Donc on va me dire c'est rien du tout. Si je multiplie ce pourcentage qui est tout petit par 24 centimètres cubes, d'accord, on se retrouve avec une usure standard sur un marathon qui est de 0,00097 centimètres cubes. Donc là, on se dit, ok, si je fais une hypothèse qui n'est pas raisonnable, entre parenthèses, que
on part du principe que le volume du cartilage se désagrège progressivement de façon homogène avec l'activité, il faudrait 25 000 marathons pour aller jusqu'à l'usure totale. Hmm. Donc là, on se dit, tout va bien. Maintenant, on affine un petit peu. C'est comme ça qu'on fait en science. Le truc, c'est que on sait qu'il y a un facteur d'usure qui est multiplié par, qui est de l'ordre de un facteur 500, donc c'est beaucoup, pour les zones critiques dans le genou. Donc, du coup, ça veut dire qu'on n'est plus à 0,00097, on est à ça fois 500, c'est-à-dire finalement 0,489, autrement dit 0,49 de facteur d'usure. Et on sait autre chose aussi, comme seconde hypothèse de raffinement, c'est que les lésions invalidantes, c'est seulement une perte de 30 à 40% de la surface cartilagineuse locale. Il n'y a Ah, pas donc, besoin tu n'as de pas tout besoin perdre. d'avoir plus de cartilage pour qu'il y ait des problèmes. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça change pas mal la donne. Et enfin, et c'est pour ça qu'on a mis ce graphe, les zones critiques là-dedans, il y en a 7. Vous avez le condyle fémoral médial, vous avez le plateau tibial médial, vous avez le condyle fémoral latéral, vous avez le plateau tibial latéral, vous avez la face postérieure de la rotule, et enfin vous avez aussi la trochlée fémorale, et enfin vous avez aussi le bord interne du ménisque médial. Chacune de ces zones critiques, en fait, ont un volume de cartilage qui est plus ou moins important. Celui étant le plus bas, c'est le bord interne du ménisque médial qui vaut 0,4 cm3. Et si on fait la somme en volume du cartilage de toutes ces zones critiques, c'est seulement 5,4 cm3 pour un homme ou pour une femme. On n'est plus sur du 20-25 cm. D'accord? Et du coup, le seuil d'usure, si on prend 30 à 40% de tout ça, en volume total, c'est 1,9 cm3. La zone la plus fragile des 7, je ne vais pas les donner toutes les 7, mais la zone la plus fragile des 7, c'est le bord interne du ménisque médial, qui du coup a un seuil d'usure invalidant qui est à 0,15 cm3. Donc c'est très très peu. Et ça, en fait, grâce aux chiffres que je vous ai donnés, on sait que il faut faire à peu près 15 marathons de 4 heures pour l'user et du coup arriver à une situation invalidante au niveau du genou. Mhm. Maintenant, encore une fois, je répète, c'est une situation pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, s'entraîne mal, ou alors d'un point de vue postural a des problématiques qui fait que du coup il y a des compensations, et donc du coup le bord interne du ménisque médial prend de la charge inutile. Et là où la donnée, ce qui est intéressant, pardon, c'est le point que je viens de donner, c'est-à-dire 15 marathons d'usure. Ça veut dire que tout peut aller très bien en fait sur les premiers marathons, et au bout de 15 marathons en volume, ben, tout d'un coup, on tombe dans la pathologie. Dans la pathologie. Je vais recommencer. Dans la pathologie. C'est pas un gâteau, le truc. Bref. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument souligner parce que c'est quelque chose d'invisible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une bonne technique de course à pied, si vous avez des compensations, et on voit souvent des gens qui font du jogging, qui ont les jambes qui partent dans tous les sens, c'est terrible. Si vous faites des volumes qui sont trop importants, qui dépassent vos capacités d'adaptation, et c'est souvent aussi quelque chose qui arrive chez les débutants, des gens qui se mettent à courir 5 km alors qu'ils n'ont jamais couru, peut-être qu'il faut courir beaucoup moins, Sean t'en parle déjà très souvent. Ces gens-là, en fait, ils me rongent leur capital d'usure du cartilage sur les zones à risque, et en un volume de 15 marathons, poup, ils se blessent. Sauf que le problème, c'est que pour qu'un cartilage se régénère, j'ai fait la recherche et du coup, malheureusement, j'ai pas pu faire d'estimation parce qu'il n'y a pas assez de données là-dessus. On sait que c'est très très long, c'est des années. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'use le cartilage, ensuite, il va se prendre potentiellement des années de soucis, on va dire, pour dire les choses gentiment, avant que ça se résolve. Et c'est trop bête parce que, bon, la vie est courte et des années, c'est un pourcentage non négligeable de la vie entière. Et pour donner un point de référence, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme terme d'intervention pour justement régénérer ce cartilage? Est-ce qu'il y a je pense notamment au niveau de l'alimentation, de la complémentation, des activités physiques qui vont permettre de régénérer ce cartilage? Alors, à mes yeux, la priorité, c'est déjà d'aller voir un kiné et d'aller voir un coach dans le domaine de la course à pied pour que il modifie la posture, il modifie les habitudes, il voit où sont les problèmes, il met en place des procédures pour concernant les kinés qui vont aider à la guérison. Ça, c'est un truc essentiel quand on est dans une situation physiopathologique, hein, c'est d'aller voir un professionnel de santé. Concernant l'alimentation, des choses qui vont aider le cartilage à être mieux huilé, vous avez l'acide hyaluronique à hauteur de 500 mg, voire 1 gramme par jour.
C'est quelque chose qui est très puissant. Vous avez la chondroïtine, la glucosamine aussi qui aident. Pour la résolution de l'inflammation, vous avez le collagène, vous avez les oméga 3 qui aident également, qui sont très utiles. Mais il faut bien comprendre que ce sont des adjuvants qui aident, mais qui ne peuvent pas compenser un problème postural ou des compensations majeures. Mhm. Autrement dit, si vous décidez de prendre ces compléments parce que vous commencez à avoir mal, mais que vous ne corrigez pas votre posture, que vous ne faites pas appel à un professionnel pour savoir si vous faites les choses bien, que vous n'allez pas voir un kiné pour résoudre votre pathogenèse, ça ne passera jamais. Mais en gros, c'est pas avec trois compléments que tu vas résoudre tous les gros problèmes qu'il y a derrière que tu n'as pas résolu, quoi. Ouais. Il faut prendre les, les gros problèmes et il faut résoudre ceux-là en priorité. Et le reste peut aider forcément à venir au soutien d'eux, mais ne va pas remplacer complètement ces solutions, quoi. Oui, les compléments ici, c'est plus des adjuvants qui aident la procédure de résolution Mm. d'inflammation, qui aident le kiné, ou alors qui aident au quotidien quand on s'entraîne à mieux récupérer. Mais ça peut pas être la pierre angulaire de la procédure. Mhm. Ok, bon, ça c'est bien à mettre en avant. Donc, si on devait résumer cette partie, en gros, t'as pas des cartilages illimités, surtout si tu les uses plus rapidement que ce que ton corps peut récupérer. Donc, il faut bien gérer sa charge d'entraînement. Et dans le cadre des marathons notamment, eh ben, ça peut causer de l'usure non négligeable et qui peut avoir des conséquences néfastes assez rapidement au final si tu fais pas les choses intelligemment. Ouais. Alors, on pourrait me dire, oui, d'accord, mais de toute façon, si c'est juste pour un défi, je le fais une fois, et puis c'est réglé. Et ça, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le cartilage et les articulations qui sont en jeu lors d'un marathon. Vous avez aussi le système digestif, et en particulier toute la partie intestinale avec les entérocytes, que sont les cellules de votre intestin. Et ça, c'est la seconde partie de mon propos. Donc là, on passe sur le système digestif. Parle-nous, avant de nous parler de ce modèle que tu nous as concocté, et Ouais. pour parler de ce modèle et celui que tu as cité avant, hein, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Là c'est des modèles qui sont à titre indicatif. Tu n'es pas là pour dire ces modèles, ils sont parfaits, ils sont justes et il faut les croire sur parole. L'idée, c'est de faire avancer la réflexion et d'apporter des arguments concrets, même si, comme tu l'as dit, l'hypothèse que tu as formulée avant, elle est non raisonnable, mais ça reste une manière de réfléchir et une manière de faire avancer justement les conversations dans ce domaine. Oui, absolument. C'est le principe d'un modèle. Et en plus, enfin, pour le coup, c'est mon boulot à moi de faire des modèles mathématiques. Je sais à quel point c'est juste pour donner une direction de réflexion. C'est pas du tout un outil idéologique. C'est pas la sainte croix des chrétiens. Ouais, c'est pas ça. C'est pour en fait mieux comprendre ce qui se passe sans être évidemment certain des chiffres tant qu'on n'a Mhm, pas un retour statistique dessus. Mais ça mhm. peut être un bon indicateur pour ensuite donner par exemple l'envie à des chercheurs d'aller faire une étude plus poussée sur le sujet. Ouais, super. Alors, concernant la partie intestinale, ce qu'il faut comprendre déjà en termes de chiffres, c'est que en termes de superficie et de structure de l'intestin, notamment grêle, on sait que l'intestin grêle, il fait à peu près 6 mètres de long. OK? Du coup, la surface totale avec les villosités, ça correspond à 200 mètres carrés. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus grand que mon appart et le tien, réunis. Ceci étant dit, on sait que la densité cellulaire de l'épithélium intestinal, donc le nombre d'entérocytes, c'est à peu près 10 puissance 6 cellules, c'est-à-dire du coup 1 million de cellules, T'as mis par milliard là. millimètre carré. Ok. Comment? Par millimètre carré. Ok. Donc du coup, ça fait 10 puissance 9 cellules, donc 1 milliard de cellules Un au milliard, mètre ok. carré. Ouais, ok, ouais. Du coup, au total, dans l'intestin, on estime à peu près à 200 milliards d'entérocytes sur la muqueuse intestinale. Ok. Bon, maintenant, ceci étant dit, on sait que par des études, 0,1 à 0,5% des entérocytes peuvent être détruits ou gravement lésés avec une session d'effort intense prolongée, comme roulement de tambour, Roulement de le marathon. le marathon de 4 heures. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, les hypothèses basses et hypothèses hautes. Hypothèse basse, on va dire que c'est seulement 0,1% des entérocytes qui sont lésés. Donc, ça représente Donc là, seulement c'est 200 millions quand de tu cellules dis, lésées. pardon Vincent, quand tu dis basse et haute, c'est la fourchette dans laquelle on réfléchit, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est pour avoir une idée où est-ce que le modèle est valide, quoi. C'est juste ça, c'est pour voir à peu près le nombre de cellules qui sont endommagées. Donc, fourchette basse, 0,1% des entérocytes, donc ça fait 200 millions de cellules lésées. Fourchette haute, 0,5%, c'est du coup 5 fois plus, c'est 1 milliard de cellules lésées. Ok. Donc, bon, je résume, pour un marathon qui va durer 4 heures,
un coureur perd probablement entre 200 millions et 1 milliard d'entérocytes. Avant d'aller plus Sachant que, loin, avant ouais. d'aller plus loin, Vincent, avec le modèle, en quoi le marathon il va avoir cet impact potentiellement négatif sur l'intestin? Ah, c'est simplement les impacts, c'est les vibrations d'une part, le Ah, c'est fait juste, que ok. et ensuite, d'autre part, c'est le fait que pendant un effort physique long, vous avez moins de sang du coup qui parcourt votre système digestif. Et du coup, ça veut se dire aussi que les cellules de cette zone-là sont un peu plus sujettes aux dégâts. Et donc, si elles subissent des vibrations importantes, il y a des lésions. Ah, est-ce que c'est en lien avec le fait que c'est plus dur de s'alimenter durant la course à pied que durant du vélo, par exemple? Absolument. Hmm. Donc les impacts ont un impact, sans mauvais jeu de mots, sur Ouais. les articulations et également sur la barrière intestinale. Ouais. Et d'ailleurs, tous les gens qui font par exemple du vélo, qui se mettent au triathlon, du coup qui découvrent la composante course à pied, vous diront que c'est beaucoup plus compliqué quand ils font un Ironman de se nourrir correctement sur la partie course à pied. Super, très intéressant. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, alors du coup, avant d'entrer sur le modèle qui est affiché, il faut aussi comprendre la chose suivante, c'est que là, on fait une estimation, mais on ne prend pas vraiment en compte la longueur du temps. On ne sait pas en fait, une faiblesse du modèle. Là, on fait une estimation sur un effort prolongé, mais on ne sait pas si cet effort prolongé, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça se trouve, la fourchette est beaucoup plus grande. Ça se trouve, on est entre 200 millions et 10 milliards. Mhm. Ça, un biais du modèle, là, que j'ai. Bon. Ceci étant dit, alors, je ne vais pas vous détailler mon raisonnement sur le sujet parce que ce serait long, mais à la fin des fins, je me suis retrouvé avec un modèle à 4 variables qui permet d'estimer le temps pour régénérer complètement le système digestif, les entérocytes, avec la barrière intestinale. Ce que j'appelle la barrière intestinale, ça veut dire avoir le mucus, qui sont la couche d'acide gras, la gélatine d'acide gras qui se trouve au-dessus des entérocytes, faire en sorte que les entérocytes ont des jonctions serrées fonctionnelles, hein, donc qu'il n'y ait pas de porosité intestinale. Le fait également que le métabolisme des entérocytes il y ait un espèce de retour à la normale, donc ça veut dire une immunotolérance au niveau local, Mhm. donc pas d'inter-inflammatoire, et aussi le fait que le microbiote lui-même soit en bon état, parce qu'il est aussi impacté. Bref, du coup, quand on prend tout ça en compte, voilà, on a un temps de récupération qui est égal au nombre total de cellules à remplacer, donc par exemple 1 milliard, Mhm. d'accord, divisé par la capacité de régénération théorique du corps, et ça on sait d'après les études que c'est entre 20 et 40 milliards par jour, d'accord? Donc pareil, donc le nombre de cellules à remplacer et la valeur T, c'est deux constantes ici. D'accord? On peut les moduler, mais c'est à peu près deux constantes. Et maintenant, les quatre variables importantes, c'est la variable E, M, N et R. E, ça va être entre guillemets l'efficacité régénérative selon le niveau d'inflammation. M, ça va être l'état de votre microbiote. N, ça va être la qualité de la nutrition post-effort lors de la journée qui va suivre. Et R, c'est le retard spécifique à la reconstitution de la barrière, et qui dépend de tout un tas de situations épigénétiques, physiopathologiques, etc. Du coup, je vais vous détailler ça avec un tableau d'interprétation de variables. Donc, par exemple, pour la variable E, qui est l'efficacité de régénérative selon l'inflammation, on peut mettre la valeur, ça varie entre 0 et 1. 1, c'est une situation parfaite. On parle d'un sportif de très haut niveau, élite, qui est bien reposé et qui, du coup, a une efficacité régénérative de 100%, littéralement. 0,8, là, hop, je recommence, vous êtes sur une efficacité qui est bonne. Autrement dit, vous êtes un sportif amateur bien entraîné, accompli, avec une nutrition correcte. Maintenant, si vous êtes à 0,5, donc la moyenne, finalement la moyenne des gens peut-être, Mhm. vous êtes un coureur qui va du coup fatiguer pendant le marathon, avec un léger stress oxydatif peut-être en amont parce que simplement vous travaillez, que vous dormez peut-être pas autant que vous voulez à cause du travail, ou inflammatoire, voilà, tout simplement. Ensuite, 0,3, là c'est une situation où l'efficacité est faible, avec une surcharge d'entraînement potentiellement, parce que vous entraînez trop, ou alors parce que le corps n'est pas adapté, d'accord? Donc autrement dit, une situation où vous êtes débutant et vous prenez dans la tête un marathon. Donc du coup, ça crée une récupération qui est incomplète. Et enfin, 0,1, très faible. Donc là, vous êtes par exemple dans une situation de syndrome inflammatoire, où vous avez une pathologie, vous avez de la fatigue chronique, un stress prolongé, et en plus, vous êtes débutant. Donc ça arrive aussi, des gens qui sont stressés, qui
ont quelques petits problèmes de santé et qui se font un marathon en se disant, tiens, ça va me relancer dans ma vie sur le plan de ma résilience mentale, de la confiance en soi. Et je pense que là, cette situation, c'est une erreur. C'est Mm. pour ça aussi qu'on fait cette vidéo. Vous avez également la variable m et la variable n qui varie entre 1 et 0. Et j'ai mis à chaque fois les différentes étapes. Par exemple, la variable m pour le microbiote, 1, c'est un microbiote optimal. Et finalement, il y a très peu de gens qui ont un microbiote absolument optimal, qui peuvent manger absolument tout et qui sont en super santé. Et 0,1, c'est une situation d'un microbiote pathologique, comme par exemple irritabilité intestinale, inflammation, perméabilité chronique, maladie de Crohn. Mhm. D'accord? La variable N, c'est la qualité de la nutrition post-effort dans les 24 heures qui suivent. Donc à 1, on est à 100%, une nutrition optimale, professionnelle, réhydratation rapide, protéines, glutamine, fibres solubles, digeste, Tu, des polyphénols. tu peux Tout va rapidement bien. nous dire en une phrase l'intérêt de chaque élément de cette nutrition optimale post-effort? Bien sûr. Alors, la réhydratation, c'est primordial puisque vous perdez beaucoup d'eau et de sels minéraux lors d'un marathon, hein, c'est évident. Donc, c'est important de d'abord se réhydrater de manière importante avec des sels minéraux. Les protéines, et en particulier la glutamine, sont très très utiles puisque ce sont des protéines qui vont aider à reconstruire les cellules qui ont été lésées, tant au niveau musculaire qu'au niveau du système digestif. La glutamine en particulier est très puissante à la fois pour réparer les entérocytes, mais également comme prébiotique pour votre microbiote. Donc c'est un excellent adjuvant pour le microbiote. Les fibres solubles également sont des excellentes sources de nourriture pour votre microbiote, mais si votre microbiote a été un tout petit peu stressé par le marathon, il vaut mieux des choses qui soient facilement, qui soient digestes, donc pas quelque chose de trop dur à digérer, comme par exemple des pois chiches crus. J'ai dit n'importe quoi. Et les polyphénols, bon ça du coup ça fait partie d'une autre gamme de nutriments qui sont très pratiques et qui permettent d'aider à résoudre l'inflammation et donc à faire redescendre le corps après. C'est pour ça que du coup c'est conseillé de manger des légumes, hein, tout simplement dans l'alimentation normale et des fruits parce qu'ils sont riches en polyphénols. Et dans le cas du marathon, sous condition que les fibres sont digestes, c'est très utile. Mm. Super, merci. Et de rien. Et du coup, bah, pareil, si vous êtes par exemple dans la variable N et que vous prenez 0,3, donc vous avez une mauvaise alimentation, vous mangez ultra transformé, chips, coca, raclette en sortant du marathon, vous faites n'importe quoi. Ça, c'est le combo de tueur, ça. Et Est-ce qu'on ouais, trempe les chips dans la raclette ou pas? Hein, est-ce qu'on après ramasse le le coca. fromage avec les chips? Et on digère avec le coca. Ok, ça marche. Dans cet ordre. Hein. D'abord d'abord la raclette, ensuite les chips et on finit avec le coca. Ok. Et exactement. Et enfin, vous avez la variable R, qui est donc une espèce de retard spécifique à la reconstitution de la barrière intestinale, qui en fait se quantifie, qui est une valeur qui est en jours. Donc, entre 0 et 0,5, ça veut dire que vous n'avez aucune altération structurelle parce que vous êtes un athlète élite, que vous avez un excellent rebond, une Mm, excellente technique, que vos cartilages, vos genoux sont parfaitement adaptés à l'effort. Autrement dit, que les impacts finalement sont minimisés. Mais ça, c'est pas tout le monde. mm, Surtout si, par exemple, vous êtes un athlète lourd. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont finalement assez lourds, qui font du marathon. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. mm, À l'inverse, on peut avoir des retards très très longs, donc qui vont jusqu'à 15-30 jours, et ça c'est totalement raisonnable aussi de penser ça, qui sont liés à des retards pathologiques, par exemple des gens qui ont des colopathies, Crohn, de la perméabilité chronique, de la fibrose intestinale sous-jacente. Ces choses-là, du coup, ça amène à des retards qui sont d'au moins 30 jours. Donc c'est beaucoup. D'ailleurs, j'ai discuté avec un collègue qui a Crohn et le modèle est complètement cohérent par rapport à ça. Bref. Alors maintenant, je vais vous donner une idée. Je vais vous donner un exemple d'application de ce modèle. On va prendre en premier un athlète qui, du coup, a une efficacité régénérative selon le niveau d'inflammation qui est de 100%, donc un athlète élite, qui a un état du microbiote intestinal qui est très bon, à 0,8, qui est fonctionnel, d'accord? Qui a une qualité de sa nutrition post-effort dans les 24 heures qui est aussi très très bonne. Pas optimale, mais très très bonne. Donc il mange bien, il mange des protéines, des fibres, il a un repas complet, il se réhydrate. Et qui du coup a un retard spécifique à la reconstitution de la barrière intestinale qui est nul parce que c'est un athlète élite, qu'il a une efficience technique proche de la perfection, donc il a zéro retard. Et ben pour cette personne-là, le temps de réparation de sa flore intestinale, dans sa flore intestinale, de son système digestif, et de sa barrière intestinale, c'est 0,08 jours. Donc, autrement dit, un dixième de jour, donc à peu près 2 heures. Donc, ça veut dire que déjà, 3 heures après son marathon, l'histoire est réglée.
Donc lui, il n'a aucun souci à se faire. Mais ça, c'est quasiment un archétype, c'est une élite. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui font moins de 3 heures au marathon. Maintenant, si je prends quelqu'un qui, on va dire, est dans la moyenne basse, donc avec une efficacité régénérative de 0,3, autrement dit, il a tendance soit à ne pas assez s'entraîner pour le marathon, parce que c'est typiquement un débutant et qui se lance un défi, soit il se surcharge un peu au niveau de son entraînement, soit il a des compensations posturales, parce qu'il ne fait pas il ne fait pas appel à un coach sportif qui pourrait l'aiguiller par rapport à ça. Bref, il est à 0,3. Ensuite, en termes d'état du microbiote intestinal, il est à 0,4. Autrement dit, il a une dysbiose modérée. En réalité, c'est la plupart des gens qui sont dans cette situation. Une alimentation un peu déséquilibrée, il mange pas assez de fibres, il a tendance à boire du coca ou des boissons sucrées un peu trop souvent. Voilà, ça c'est 0,4, c'est la majorité des gens, malheureusement. 0,3 pour ensuite la variable N, c'est-à-dire la qualité de la nutrition post-effort, je répète à chaque fois. Donc 0,3, ça correspond à une mauvaise alimentation. Donc ultra transformée avec parfois des carences. D'accord? Des carences importantes, par exemple en fer, en vitamines, en fibres. Bon. Pareil, c'est assez commun malheureusement de nos jours. Et enfin, un retard spécifique à la reconstitution de la barrière intestinale qui est de l'ordre de 10 jours. C'est cohérent avec le reste. C'est pas énorme, c'est pas pathologique, mais c'est pas peu non plus. Ça correspond à une situation où on a une inflammation, un terrain sensible, une muquosité un peu absente, ou alors par exemple un sommeil irrégulier, qui a un effet très important sur la résolution de l'inflammation. Donc pour quelqu'un qui est moyen, voire un peu bas, mais qui fait un marathon, donc potentiellement, typiquement, quelqu'un qui est débutant, il va mettre 11 jours sur le plan digestif pour s'en remettre. Et là, j'en viens à un point important. Vous allez me dire, oui, ben 11 jours, c'est réglé, c'est bon. En 10 jours, Mm. c'est réglé. Le problème, c'est que pendant ces 11 jours-là, s'il ne fait rien pour sa santé, ça va prolonger ce processus-là. Ça peut amener à de l'inflammation chronique, ça peut amener à des troubles digestifs, ça peut l'amener à des troubles du sommeil qui vont ensuite, comme une espèce de Spirale bombe à négative. Ouais. retardement, oui, exactement, une spirale négative, va amener à d'autres problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est un ennemi silencieux du sportif, qui est en fait une forme de surentraînement invisible. Et ça, bah, ça rejoint bien ce que tu as dit tout à l'heure au niveau des articulations aussi. J'imagine que cette non-régénération de l'intestin ou de la barrière intestinale durant cette période de temps va avoir un impact sur la récupération tissulaire et toute autre récupération dans le corps, vu que ça passe par la nutrition. Absolument. Alors, en fait, il faut aussi comprendre que la flore intestinale et le système digestif, la barrière intestinale, est un vecteur clé de l'immunomodulation de notre corps, donc de l'immunité, tant pour le lancement de l'inflammation que pour la résolution. Et si celle-ci est dégradée structurellement parce qu'il y a des dégâts, alors ça fait exploser l'inflammation. Et ce faisant, du coup, ça va empêcher derrière, au niveau du cartilage, d'avoir une régénération euh, bonne, efficiente. Mhm. En partie parce que, au niveau du cerveau, ça va envoyer de la neuroinflammation et ça va faire monter le cortisol. Et ce faisant, ça va dégrader la qualité de votre sommeil. Et comme ça va faire dégrader la qualité de votre sommeil, ça va augmenter l'inflammation, ça va empêcher la détoxification de certains produits, certains déchets métaboliques, sans parler du fait que ça va envoyer à la baisse, ça va diminuer votre système endocrinien, donc la production des hormones stéroïdes et oestrogènes, testostérone, etc. Donc du coup, ça va encore décroître le lendemain et les surlendemains votre régénération tissulaire. Donc c'est vraiment un cercle vicieux très très Mhm. puissant. Mhm. C'est pour ça que je parle de ça. Bon, troisième catégorie, donc là alors là, on est vraiment la personne qui ne doit pas faire de marathon. Donc quelqu'un qui a des syndromes inflammatoires, quelqu'un qui a un microbiote en très, très mauvais état parce qu'il ne mange pas de fibres, pas assez de protéines, quelqu'un qui ne sait pas s'alimenter post-effort, qui s'hydrate pas forcément très bien, qui, par exemple, parfois a des lubies idéologiques. Par exemple, je vais faire une diète en sortant du marathon, des trucs comme ça, ou du jeûne, hein, bref. Et évidemment, c'est cohérent avec un retard spécifique à la reconstitution de la barrière intestinale, qui est de l'ordre de 30, donc c'est-à-dire 30 jours, puisque la personne, du coup, est carencée, Mhm. a probablement des pathologies, même si elle ne les voit pas, a une perméabilité chronique, et du coup, ça déconne. Et ben là, du coup, on arrive sur un score de 80 jours, d'accord? Donc quasiment 3 mois. 3 mois de souffrance pour le système digestif, 3 mois pendant lesquels, du coup, vous allez avoir
plus de mal à absorber les nutriments issus de l'alimentation parce que 3 mois pendant lesquels, du coup, le corps, le système digestif va essayer de se régénérer. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est critique parce qu'une fenêtre de 3 mois d'inflammation d'une barrière intestinale dégradée, c'est la rampe hollywoodienne vers tout un tas de pathologies existantes, graves, sur le long terme. Donc, Vincent, pour revenir sur le nerf de la guerre ici, hein, parce que sinon on va en entendre de toutes les couleurs dans les commentaires. Ces modèles, ils sont faux, mais ils sont utiles pour réfléchir aux conséquences qu'un marathon peut avoir, surtout sur les gens qui n'y sont pas préparés. Ouais. Pour terminer, j'aimerais bien, après que tu nous aies présenté toutes ces informations super intéressantes, merci beaucoup encore une fois, hein, de le partager. Je te rappelle que dans la description, tu as un PDF avec toutes ces informations, les source scientifique qu'a utilisé Vincent pour ses réflexions. Et c'est encore une fois une invitation à mettre ta pièce à l'édifice, ta pierre à l'édifice dans les commentaires et à essayer d'enrichir ces échanges sur le plan des idées et pas sur le plan d'attaquer personnellement qui que ce soit parce qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour ça. Sinon, tu peux aller au terrain de jeu avec tes enfants de 3 ans et puis tu peux t'amuser à pointer du doigt. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, Vincent, remets bien en avant à quel point tu es un fervent souteneur, c'est pas le bon mot, mais quelqu'un qui met vraiment en avant l'importance de l'endurance Ouais. vis-à-vis de la santé. Et encore une fois, on n'est pas là pour taper sur le nez du marathon ou de la course à pied ou de l'effort physique, bien au contraire. Mais forcément, on peut aller trop loin et on peut faire des choses qui vont être contre-productives pour notre santé. Et tu l'as bien démontré ici. Donc voilà, rappelle-nous l'importance de l'activité physique et notamment de l'endurance. Ouais, cette vidéo, c'est vraiment une mise en garde pour les débutants qui se voient pousser des ailes, mais qui n'ont pas encore les moyens physiques, physiologiques, de se lancer dans un très beau défi. C'est surtout Mhm, ça. mhm, Mais l'endurance, ça aide sur le plan de l'immunité à résoudre l'inflammation, ça aide à favoriser l'endormissement, donc derrière le sommeil. Et donc le sommeil, c'est quand même un tiers de notre vie et c'est fondamental pour la santé et la longévité. Ça aide sur le plan métabolique parce que ça permet de mieux utiliser les graisses et d'éviter d'employer trop de glucides et d'avoir une espèce de plasticité métabolique plutôt orientée, donc encore une fois, sur la résolution de l'inflammation et notamment dans l'éviction, pas l'éviction, mais le fait de l'évitement mhm, du cancer. Parce que le cancer, c'est plutôt, d'un point de vue métabolique, un contexte favorable au cancer, c'est une situation axée sur la glycolyse et la glycolyse en particulier anaérobie, donc sans oxygène, autrement dit de l'hypoxie. L'endurance, c'est tout l'inverse, c'est la bêta-oxydation et de l'hyperoxygénation pendant des durées longues. Donc du coup, on vous encourage à faire autant que possible de l'endurance, euh, sous réserve que votre corps peut encaisser le volume que vous désirez faire. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent pour cette petite capsule et ces détails. Encore une fois, les ressources sont dans la description. Qu'est-ce que tu nous réserves dans les semaines et les mois qui viennent pour faire un petit teaser sur les choses sur lesquelles tu travailles et qui peuvent intéresser les auditeurs de cette vidéo? Mais là, je suis en train de finir de rédiger un bouquin sur les mitochondries et le fructose, qui est très complet, qui est à destination des étudiants dans le monde paramédical et médical et de tous les gens curieux de la biologie pour comprendre de manière fine les processus et pour aussi avoir des arguments forts contre des gens qui racontent n'importe quoi. Euh, Donc voilà, c'est ça le gros projet. Il devrait être fini là dans les semaines qui arrivent. Après, il faut que je le soumette à un éditeur, donc du coup, ça va mettre des mois derrière à être validé, mais c'est ça l'idée. Et à côté de ça, ben, je vais continuer à faire des vidéos React sur YouTube sur des gens qui disent beaucoup de bêtises avec beaucoup d'aplomb. Même si ça plaît pas forcément, c'est pas grave. Et aussi faire des podcasts pour continuer à nourrir des informations sur la santé, la longévité, le sport et rigoler. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent. On mettra tes liens comme d'habitude dans la description pour ceux qui souhaitent te suivre ou continuer à explorer ton travail. Et bah, écoute, je te souhaite bonne suite en tout cas avec le bouquin. Je me réjouis de le lire. Tu m'as déjà envoyé une partie, mais je me réjouis de voir la version finie sur mon étagère. Félicitations à toi et puis on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Avec plaisir.